Si Mohamed, en tant que professeur de philosophie à l'université de Marrakech, tu as travaillé beaucoup sur la notion de traduction, en philosophie notamment, l'importance de donner une épaisseur philosophique à ce concept, surtout à une époque de mondialisation et de brassage et de métissage, voire de babélisation aussi. À cette époque, un des phénomènes les plus spectaculaires, les plus manifestes est le retour ou le recours aux religieux, que ce soit dans les sociétés du Sud ou les sociétés d'Europe et d'Amérique du Nord. Et j'aimerais t'entendre, je sais que tu as travaillé sur l'idée de la nécessité pour des gens qui ne se réclament pas d'une appartenance militante au phénomène religieux ou de la nécessité en tout cas de le penser ou de se les réapproprier. Alors ça me paraît intéressant. C'est un discours incantatoire. En Europe, on entend beaucoup ça, mais peu sont capables de comprendre le rôle structurant du religieux dans les sociétés contemporaines aujourd'hui, d'où beaucoup de décalage, d'incompréhension. En tout cas, dans les sociétés européennes, c'est manifeste par les plus grands intellectuels. Et on a très très peu vraiment de connaissances vraiment approfondies du religieux extrême, de l'extrême contemporain. Et ça me paraissait intéressant d'entendre quelqu'un du Maroc, quelqu'un de la zone Maghreb, Afrique, du monde arabe, voilà, percevoir cette question. Donc, comment tu l'appréhendes, ce défi de penser le religieux à l'ère contemporaine? Bon, il me paraît, comment j'ai rencontré la question du religieux. La question du religieux, je crois, je l'ai abordée en tant que philosophe, entre guillemets, en tant que citoyen du monde, qui se trouve dans une situation donnée. Il se trouve que dans ma situation, l'islam, c'est ce qui a fondé mon appartenance, au moins d'il y a 14 ou 15 siècles. Donc, pour que je puisse voir dans mon présent, je ne peux pas, l'islam est incontournable pour moi. Donc, mais il faut vraiment dire que les 4-5 dernières années, je me suis trouvé plus confronté. D'ailleurs, j'ai commencé un travail sûrement la question de la traduction. D'ailleurs, je m'en explique au début de l'introduction de Turjuma al-Falsafa, traduire la philosophie. La question de la traduction, c'était comment penser mon identité, car ce sont les autres qui m'ont qualifié dans mon histoire de traducteur, de trait d'union entre le passé et le présent d'une civilisation, à savoir la civilisation occidentale. Donc, penser mon identité en tant que traducteur, aussi un autre aspect de cette question, c'était l'islam. Donc, c'était incontournable la question de l'islam pour moi. Ça, raison de plus, c'est que c'est l'islam, il crée l'événement aujourd'hui. Partout, on parle du religion en général et de l'islam en particulier. Donc, je devais faire face à cette question, même si je reconnais c'est une question trop intimidante, la question du religieux. Surtout devant l'amalgame que font les gens, même les intellectuels, même les experts, et particulièrement les experts, à mon avis. Il y a tellement d'amalgame. Donc, avec une exigence philosophique, pour aborder ces questions, il faut prendre le temps et un petit peu de recul. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je me suis trouvé avec d'autres collègues, d'autres amis, depuis 4-5 ans, je crois, la première, que ce soit à l'Institut français ici de Marrakech, avec des amis, Rachid Moussi, d'autres qui viennent par ailleurs de confession juive ou chrétienne, ici à Marrakech. Nous nous sommes rencontrés à propos de cette question du religieux. Pardon. La dernière, je crois, à mon avis, l'avant-dernière, c'était avec Rabitat Ulama al-Maghrib. Il y avait un grand colloque international intitulé « Al-Wahy wal-Alam » il y a 4-5 mois de cela, je crois. Et alors, avec Redouane Seyid et autres éminents penseurs de l'islam contemporain, après avoir écouté les conférenciers pendant 3 jours, je me rappelle avoir mis ma conférence de côté
et improviser une autre qui répond de ce que j'ai entendu. Et donc j'étais un petit peu scandalisé par ce que j'ai entendu. J'ai entendu des propos à l'égard de la modernité qui sont diamétralement, si je peux dire, opposés à l'essence, à l'esprit de la modernité. Mais ce qui était encore plus scandaleux, c'est que ces ulama de l'islam, ces penseurs de l'islam, mais vraiment parlaient d'autre chose que de la tradition. D'où l'intitulé que j'ai donné à mes travaux ces derniers temps, de la nécessité de se réapproprier le religieux. Se le réapproprier, c'est d'abord le rendre propre à lui-même. Vraiment prendre de la distance de ces textes et de cette tradition pour la rendre propre à elle-même, car je me rends compte que plus on projette sur elle nos fantasmes et nos illusions, nos déceptions, tout ce que vous voulez. Et ça, je crois que c'est très grave, et c'est ce qui ne rend pas la tâche facile, la tâche de penser le religieux. C'est d'abord le rendre propre à lui-même. Et pour le rendre propre à lui-même, avant de se le réapproprier, donc il faut penser cette question de qu'est-ce qui est le propre. Tu dis que durant cette conférence, au sein de laquelle figuraient d'éminents théologiens, ils traitaient de la modernité en étant à côté de la modernité, et ils traitaient de la tradition en étant à côté de la tradition. Peut-être, si tu peux m'expliquer, disons, les mécanismes que tu as vus à l'œuvre, quel est le mécanisme qui fait que l'on traite, qu'on est supposé traiter de la tradition ou du passé, et en fait on passe à côté, et qu'on est censé traiter de la modernité ou de l'avenir, voilà, et qu'on passe en fait à côté des véritables enjeux. Pour moi, les choses sont très simples en même temps. Je n'arrête pas de mettre l'accent sur leur complexité, mais aussi il y a une simplicité des choses. Étant donné que notre culture est moderne, notre conception de la tradition est sécrétée par cette culture-là. Mais malheureusement, étant donné que nous ne sommes pas bien ancrés dans cette modernité, ce que nous disons à propos de la tradition, c'est juste l'épigone qu'on dit à l'égard de la tradition. C'est pas, entre guillemets, de l'original, c'est pas du critique, c'est pas du... C'est une approche, l'ensemble des approches, en gros, ce sont des approches historisantes de la tradition. Et donc, par conséquent, il la rate. Nécessairement, il la rate. Comment quelqu'un... Je te donne un simple exemple. C'est le b.a.-ba de la modernité, de la philosophie moderne. On parle de... On ne peut pas ne pas commencer par Descartes. Mais je me rends compte que vraiment, le Descartes de nos grands contemporains, en tout cas arabo-musulmans, à mon avis, mais vraiment, c'est un Descartes très dérivé. C'est un Descartes vraiment très rudimentaire. Je ne veux pas donner de nom, on se rend compte que c'est vraiment, on aborde ces questions de la philosophie avec une naïveté et avec beaucoup de... oui, c'est le mot, avec énormément du manque de la critique. Je prends l'exemple de Descartes. Descartes, c'est le nom d'une modernité, d'une renaissance qui est ouverte. Jamais il n'est lié à un quiconque nommé René Descartes. Jamais le congéto n'est conçu comme quelque chose propre à un certain René Descartes. Plus, je dirais même plus, c'est étant donné que je peux réduire un petit peu le cartésianisme à toute l'histoire moderne, qui a commencé par René Descartes, c'était le prétexte dans lequel Kant s'est engagé. D'abord, regarde, et c'est ça ce qui est extraordinaire dans la philosophie. C'est contrairement à ce que croit le sens commun, la question de la philosophie, c'est que les gens, ces éminents penseurs, en face de ce qu'on appelle entre guillemets la vérité de quelque chose, se rendent compte qu'ils sont incapables individuellement de se l'approprier. Et donc ils s'entraident. Kant, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est inscrit dans le cartésianisme. Il s'est inscrit dans le cogito. Mais il l'a réorienté
au lieu de mettre l'accent, par exemple, sur le jeu dont je pense donc existe, au lieu de mettre l'accent sur le jeu, ce qui était ambigu dans le projet qui a commencé avec Descartes, il réfère au temps, je pense, il réfère aux pensées. D'où la question, c'est pour beaucoup de nos philosophes modernes, c'est avec Kant que la modernité a commencé, car il a référé à la question fondamentale, à savoir à la question du temps. Heidegger ne fera pas plus dans Sein und Zeit. Il mettra l'accent sur ce qui était fondamental dans le projet de Kant, à savoir réorienter ce qui était là, latent dans le projet du cogétant. Hegel ne fera pas plus. Il radicalisera ce qui était encore rudimentaire dans le projet conscient, à savoir la raison dans l'histoire, l'intitulé du livre. C'est toute chose, la vérité de toute chose ne peut être constituée, ni vue, ni comprise que dans l'histoire. Comment il a été constitué, comment il a été formé. Vous voyez, donc toute l'histoire de la modernité, c'est, on dirait qu'on réapprend, qu'on prend le point de départ et on l'élargit, on le radicalise, on le revoit, on le revisite comme si c'est la première fois. D'où le projet de la modernité, contrairement à ce que pensent nos théoriciens, malheureusement, il est toujours à venir. Il n'est jamais derrière nous, c'est le nom d'un projet. La modernité, c'est un projet. Dans ce sens, la modernité n'est pas l'opposé de la tradition. Surtout pas l'opposé de la tradition. Et ça, je crois, écoutez, le dernier, je peux dire que le XXe siècle a commencé par reprendre le cartésianisme. Husserl l'a repris, Descartes. D'ailleurs, les méditations cartésiennes, l'ensemble des conférences de Husserl à la fin de sa vie, dans les années 30, à la Sorbonne, c'était pour reprendre le projet, le radicaliser. Il s'inscrit dans ce projet et le radicalise. Tout le débat Foucault-Derrida, qui a fini avec la mort, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, c'était autour de la petite chose, entre guillemets, dite dans l'histoire de la folie de Foucault. Et ça n'a pas... Donc la question de Descartes, le projet cartésien, le projet de la modernité, c'est le projet d'une ouverture, c'est un projet. Il est toujours à venir. Malheureusement, les gens, les nôtres, conçoivent qu'il y a un projet déjà constitué auquel le reste de l'humanité leur demande de le prendre en route. Non! Comment participer? Est-ce qu'il est en gestation? Est-ce qu'il est en projet? C'est ça, malheureusement, ce que nous ne réussissons pas à voir dans le monde arabe. On croit, les gens, les intellectuels donnent l'impression aux gens qu'il y a un projet déjà établi et on leur demande de prendre le train à la route. Non! Tout un chacun de ces grands mamans, ces grandes instances, que ce soit le XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXIe siècle, il y a une refondation, revisite radicale de ce début. Et donc c'est le nom d'une ouverture, à mon sens. Le nom d'une exigence qui est toujours à venir. Et ça, il y a un grand malentendu autour de cette question-là. Étant donné que les gens croient qu'ils savent ce que c'est que la modernité, ils déduisent qu'il est en opposé avec ce qu'ils croient savoir comme tradition. Et à mon avis, à tous ces niveaux-là, il y a un grand malentendu. Malentendu à propos de notre présent, j'ajouterais. Tout simplement, il faut s'ancrer dans ce présent philosophique, pour pouvoir aborder ce qui était hier et les modalités de déploiement de ce passé, de cet hier. Depuis 2 siècles ou 2 siècles et demi, il y a aussi un rapport à la tradition. Alors, comment le spécifier? Est-ce qu'il n'est pas aussi comparable? Est-ce qu'on n'essaie pas de retourner à la source et de reconstruire, reformuler? Comment qualifierais-tu ces 2 siècles de ce qu'on a appelé tour à tour réforme, renaissance, réveil, et qu'est-ce qui fait défaut dans le présent actuel, de ce processus qui est de revisiter constamment la tradition, et aussi dans ce rapport au passé? Comment qualifierais-tu
passé? Est-ce qu'il y a une manière d'établir un diagnostic? Parce que clairement, nous vivons aussi une crise de la pensée à l'ère actuelle. Et comment, selon ton éclairage philosophique, à partir de l'exemple que tu as donné sur la philosophie essentiellement européenne, que tu présentes en une forme d'ouverture, parce qu'en fait, tu dis que voilà, toute l'humanité peut participer à cette grande aventure. Comment justement repenser depuis le point de vue de la scène islamique ce projet, mais tourné vers un futur ouvert, vers un avenir qui ne soit pas simplement un souvenir ou ce qu'on croit être du passé, une relation un peu mythifiée au passé? Je crois que le moment du 19e siècle est fondamental. Je crois que nous sommes redevables dans notre culture d'aujourd'hui à la culture, au renouveau de la pensée au 19e siècle. La donne fondamentale, c'était le rapport à l'histoire. Or, cette donne de l'histoire nous a appris une seule chose, que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire en dehors de notre présent. Mais la chose n'est pas encore réglée. Il ne suffit pas de se référer au présent pour résoudre le problème. Il se trouve que le présent d'aujourd'hui est un présent mondialisé. Donc c'est à partir de cette mondialisation du présent, le présent, il est nôtre à nous, humanité. Aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là qu'on doit revisiter l'histoire, toute l'histoire, que ce soit l'histoire chinoise ou l'histoire musulmane, l'histoire, je ne sais pas, je ne sais quelle autre histoire. Donc par conséquent, la nôtre, il a été fusionné, il a été, entre guillemets, il est devenu partie prenante de l'histoire contemporaine. Donc la première chose que je prends comme leçon de notre présent, c'est que cette complexité, l'islam fait partie de cette complexité. Et comme, je vous donne un simple exemple, comme un certain Van Hess, le grand penseur allemand, qui a consacré toute sa vie à la pensée musulmane, à la pensée islamique, et qui a publié, édité un nombre infini de manuscrits sur l'islam, surtout l'islam des débuts, auquel j'ai consacré depuis 2011 un très beau texte, un texte très intéressant à mon avis, et qui porte sur... Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme ce Van Hess, qui appartient au Max Planck, comment on appelle le centre de Max Planck, comment cet Allemand, cet Européen, cet Occidental, consacre toute sa vie à la pensée musulmane, à une pensée autre que la sienne, entre guillemets. Comment cet Allemand, qui est financé, dans la vie, le projet a été financé par le Finnish des Allemands, consacre toute une vie à quelque chose, entre guillemets, d'autre. Je répondais à cette question dans cet article, c'est que justement Van Hess cherchait une autre possibilité qu'aurait pu être l'histoire occidentale, à savoir l'histoire musulmane. Qu'est-ce qu'à un moment donné, en cheminant, à quel moment la bifurcation a eu lieu? C'est en refaisant ce chemin ensemble que moi aussi, en faisant le chemin à partir de notre présent, comme je viens de le dire tout à l'heure, en refaisant ce chemin qui a donné notre modernité, que je vois les moments d'ombre dans ma tradition. C'est-à-dire le moment d'ombre, je vois les possibilités qui sont restées latentes, qui attendaient un autre avenir, une autre réactivation de ce qu'il portait en gêne. C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'approche historisante qui a appauvri les traditions. Justement car une certaine conception de Hegel, une certaine conception de l'histoire à partir de Hegel a fait croire aux gens que naît, par exemple, la réalité de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est un ensemble de ce qui a été déployé et développé de l'islam dans l'histoire. Mais il ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que la donne islam, c'est ce qui a eu lieu de l'islam. C'est ça l'historicisme. Non, non. Dans ce que j'ai appelé une conception historiale
de l'histoire, c'est que cette question historisante, cette approche historisante, ne pouvait pas comprendre comment il y a des résurgences dans l'histoire. Comment on parle, après 2 millénaires, de néoplatonisme, par exemple. Comment 200 ans après, on parle de néokantisme, au néo-hégélianisme, au néo-marxisme, etc. Comment le néo, comme quelque chose qui a été enterré, à un moment donné, ressurgit. Donc, l'approche historisante est incapable, car il croit dans une unilatéralité de l'histoire, une linéarité de l'histoire. Or, ce qui est intéressant en abordant la question de l'histoire, c'est aussi voir les parties d'ombre, c'est-à-dire les parties ou un ensemble de possibilités que pouvait être, par exemple, l'islam. Il aurait pu être autre chose que ce qui a eu lieu de cet islam. C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes appelés, nous, dans notre présent aujourd'hui, d'activer, de lui donner voix, que ce soit avec X ou avec E. Donner voix à quelque chose, à d'autres choses qui sont restées latentes, qui étaient sous forme de promesses dans cette tradition, dans cette histoire. Ton dernier travail, c'est une traduction d'une œuvre de Derrida, si j'ai bien compris. Et donc, par rapport à ce que tu évoquais sur la nécessité de penser le religieux, de se le réapproprier, surtout dans des sociétés qui sont encore très marquées par ce religieux, ou en tout cas qui témoignent d'un certain nombre de tropismes vis-à-vis de ce religieux. J'ai envie de te poser la question toute simple, pourquoi Derrida? Quelle est l'actualité de Derrida dans la société dans laquelle tu vis? Comment au sein de ta trousse à outils philosophique, tu utilises l'œuvre de ce philosophe français, mais d'origine aussi algérienne, et qui a lui-même nourri des liens avec son, disons, en tout cas, son arabité ou sa judéité maghrébine. Je ne crois pas que c'est propre de dire j'utilise Derrida. La question de la traduction aussi, c'est une leçon de Derrida. Et avant de Derrida, de Heidegger à mon sens. Moi, je rêvais traduire Sein und Zeit de l'allemand. Mais il se trouve que les aléas du monde arabe, de la culture du monde arabe, m'ont fait rencontrer Derrida, pas Heidegger de Sein und Zeit, par exemple, qui a été d'ailleurs traduit par quelqu'un d'autre, mais ça c'est autre chose. Ce qui m'intéressait, le texte, c'est une commande du CNL, du Centre national du livre de France, qui s'inscrit dans le cadre du MUSEM. MUSEM, c'est une grande manifestation qui dure que 7 ans, du mois de mi-décembre, c'est-à-dire bientôt, jusqu'au fin mars, et qui porte sur cette question de la traduction et l'utilité de la traduction dans le bassin, autour du bassin méditerranéen. Et comment il sert l'échange entre les cultures, les nations, etc., etc. Donc, je participe à cette traduction. Il m'a été commandé, il m'a été commandé de traduire le chef-d'œuvre de Derrida, à savoir un de ses derniers livres dans les années 97 chez Galilée, qui est paru chez Galilée en 1997, le monolinguisme de l'autre. C'est un livre très très difficile, d'une complexité, on dirait c'est toute l'œuvre de Derrida qui est dedans. Car il s'agit justement de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit... Mais vous me dites la langue maternelle. Mais moi, Jacques Derrida, qui suis algérien, mais qui suis juif, mais qui suis français, mais je n'ai pas de langue maternelle. Pas seulement moi, même mes ancêtres, mes parents qui étaient là, ce sont des indigènes de l'Algérie, ce sont des vraiment qui font partie prenante de la terre algérienne. Ils n'ont pas de langue maternelle. Donc, dans quel sens pouvons-nous parler d'une langue maternelle et par conséquent, nous devons remettre en cause ces nationalismes autour de la langue. Et justement, ça accentue ce que je vous disais tout à l'heure.
tout à l'heure à propos de l'ouverture du projet de la modernité. Nous devons penser notre présent mondial, présent international, vous nommez ce que vous voulez, comme présent toujours à réécrire, à réinventer chaque fois. Et dans ce sens, la question de la tradition et la traduction d'ailleurs pour moi, il est la même. C'est le même geste de pensée exigé par notre temps. Et je crois que ce qui est appelé dans la question de la traduction, c'est non pas de copier, non pas d'être obsédé par, entre guillemets, un texte de départ. Non. Ce qui est intéressant dans la question de la traduction, c'est comment inventer, c'est-à-dire faire le même effort qu'a effectué X Derrida dans ta question. Derrida, ce qu'il a fait dans la langue française, je suis appelé à le faire dans la langue arabe. Il faut que je réinvente cette langue arabe qui a été sacrée, sacralisée, tout ce que tu veux, mais il faut faire ce travail d'invention de la langue arabe pour qu'il puisse accueillir une autre pensée. Je crois que c'est ça le travail qu'il a fait Derrida dans la langue française. Il dit, je voulais lui faire un événement, lui faire parvenir un événement. Si je ne réussis pas à faire ce travail, cet effort dans la langue arabe, ça ne serait pas une bonne traduction. Ça ne serait pas une traduction qui répond au défi de la traduction et à l'exigence de la traduction. Je ne veux pas copier entre guillemets. C'est incopiable entre guillemets Derrida. C'est incopiable, ces grands philosophes, ce sont incopiables. Ou bien tu feras le même dans ce qu'exige l'autre langue que ce qu'il a fait. Donc tu t'exposes au risque auquel il s'est exposé dans sa langue. Il faut être lucide à ce niveau-là. Et justement, si la question de la traduction a sévi malheureusement dans notre traduction contemporaine, c'est parce que les gens ont une mauvaise conception de la traduction, une conception tout à fait fausse, d'ailleurs, de la modernité. C'est ce que j'ai dénoncé d'ailleurs dans un premier article que j'ai écrit sur un des premiers traducteurs de Edward Said, qui est pas moins que... Vous connaissez bien sûr le traducteur de l'orientalisme. Il a vraiment... Il n'a pas rendu service à ce texte. Heureusement, il y avait d'autres traductions. D'ailleurs, j'ai dénoncé ces traductions. Ce sont ces traductions-là, d'ailleurs, d'où l'enjeu politique de la question de la traduction, d'où la gravité politique de la traduction. Et donc, pour moi, Derrida, pour revenir à Derrida, ce qui m'intéresse dans Derrida, et c'est ça ce qui est fondamental, c'est comment penser la singularité. Derrida, l'Occident est obsédé par sa singularité. Comment pensons notre singularité? Et à ce niveau-là, nous sommes sur le même niveau, dans le même présent qui exige la même tâche de tout un chacun dans le monde. Comment penser la singularité? Mais écoutez, regardez, nous sommes au Maroc. Nous avons une prétention que nous avons une spécificité marocaine. Nous avons une singularité qui nous est... vous pouvez nous couper entre guillemets, du monde musulman. Nous sommes un empire à part. Comment penser cette singularité? C'est la question philosophique par excellence. C'est la question de Derrida, c'est la question de la traduction. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant dans cette question de la traduction, c'est d'abord l'aborder proprement. C'est quoi la singularité? C'est quoi ce qui est propre aux Marocains? N'oubliez pas que les grands historiens des Allemands aujourd'hui, ce qui les a bouleversés, c'est comment penser leur spécificité aujourd'hui. La question de la spécificité est typiquement allemande aujourd'hui. D'ailleurs, il était au 19e siècle. Qu'est-ce qui a fait que nous, Allemands, nous sommes en retard sur les deux représentants de la modernité économique et politique, à savoir au 19e siècle, la France et l'Angleterre. Et donc, comment penser notre singularité? Nous sommes au niveau intellectuel assez en avance, mais réellement, nous sommes
en retard par rapport aux autres pays représentants. Donc comment penser notre singularité, nous, Allemands? D'où ce rapport un petit peu très lié, très proche de la pensée allemande. Il nous aide à comprendre cette question de la singularité. Et je crois la pensée allemande, Heidegger, Derrida, nous sont d'un grand secours pour penser un petit peu notre présent et la singularité de notre présent en tant que ce soit marocain, en tant qu'arabo-musulman. Et ça, c'est une question qui me tient tellement à cœur. Je l'ai abordée depuis le début de Turjuman al-Falsafa, c'est-à-dire le début de mon projet de travail. Ce n'est pas l'intitulé d'un livre, Turjuman al-Falsafa. D'ailleurs, le titre français, Traduire la philosophie, le dit expressément. C'est le nom d'un projet. Il peut prendre des formes, que ce soit de traduction. Car à un moment donné, j'étais obligé, je me suis dit, bon, arrêtons de critiquer les autres traductions. Voyons voir ce que nous pouvons faire à cette langue. Voyons voir, car tout le monde se plaint de la rigidité de la langue arabe. Tout le monde se plaint de la rigidité de la culture arabe. Donc à un moment donné, il faut se retrousser les manches et dire, voilà ce que nous pouvons faire. C'est une question, il suffit de ce que j'appelle en notre jargon très dirigé, très branché, qurraqiyat. Vraiment, c'est une façon, notre rapport à cette culture, la culture contemporaine, la culture moderne, la culture de notre présent, qu'il faut revoir et revisiter. Et la question de la traduction, pour moi, et Derrida, entre autres, me sont d'une grande utilité pour réaliser ce projet.